Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Bon, vous l'avez vu dans la miniature et le titre, on va commencer par parler de ce rocher qui a fait beaucoup de bruit sur la Lune. Pourrais-tu nous parler de la mystérieuse hutte, qui n'en est pas une, sur la Lune trouvée par le rover chinois ? Bonjour Pamplemousse. Voilà plus de 1000 jours que Yutu 2 explore la surface lunaire. Pour un rover dont la mission était censée durer 3 mois, c'est un véritable exploit. Surtout quand on se rappelle que les conditions de la surface lunaire sont encore plus difficiles que celles de Mars. Pour survivre, il fait des pauses de 2 semaines toutes les nuits lunaires, et il avance très doucement. Depuis janvier 2019, il n'a parcouru qu'1 kilomètre environ. Parmi les 4 instruments qu'il embarque, il y a notamment une caméra. Un des clichés pris par cette dernière a fait parler de lui, car on peut en effet voir au loin un rocher qui semble avoir une forme cubique. Bon, comme d'habitude, avec ce type d'image, il en faut peu pour enflammer les imaginations. Le rocher, même s'il est tout à fait naturel, intéresse quand même l'équipe responsable de la mission. Ils ont l'intention de rapprocher le rover de celui-ci au cours des 2 à 3 prochaines journées lunaires. Il pourrait en effet s'agir d'un morceau de roche qui aurait été excavé par un impact. Il est à environ 80 mètres de distance de Yutu 2 pour le moment. Le spectromètre embarqué du rover pourra peut-être nous donner quelques indications sur la composition et l'histoire possible de ce drôle de bout de roche. Yutu 2 devrait par la suite poursuivre sa lente progression sur la face cachée de la Lune. Le rover mène la plus longue mission d'exploration de la surface lunaire de l'histoire. Sur Mars, ce sont souvent les tempêtes de poussière qui ont signé la fin des missions équipées de panneaux solaires. Ce souci n'existe pas sur la Lune, puisqu'il n'y a aucune atmosphère et aucun vent pour transporter la poussière. La mission de Yutu 2 pourrait donc durer encore longtemps, si tous ses composants parviennent à tenir le coup. On revient sur Terre avec la prochaine question de Romain et on va prendre des nouvelles de SpaceX. Cela fait un moment que je me demande où en est SpaceX avec la Falcon 9 et sa réutilisation. Combien de fois arrivent-ils à faire voler leur engin ? Est-ce qu'ils s'y retrouvent financièrement ? Bonjour Romain. Malgré les progrès effectués sur tous les continents, la Falcon 9 reste pour le moment la seule fusée à avoir démontré la réutilisation de son premier étage. Depuis la version Block 5, celle-ci est sortie du domaine expérimental pour devenir une caractéristique attendue du lanceur. Début décembre, il y avait ainsi eu 75 vols de Falcon 9 Block 5, réalisés avec seulement 15 boosters. On est donc sur une moyenne de 5 vols par premier étage. Il faut toutefois noter que certains d'entre eux sont allés beaucoup plus loin. Les boosters 1049 et 1051 ont chacun 10 vols à leur actif. Si le vol Starlink de cette semaine s'est bien déroulé, le 1051 en a même 11 au compteur. Il devient ainsi le premier booster de Falcon 9 à dépasser l'objectif de réutilisation qui était fixé à la fusée. On note par ailleurs que le délai entre 2 vols d'un même booster s'est raccourci. SpaceX a pu mener des réutilisations en moins de 30 jours à 2 reprises, mais la plupart des boosters patientent plusieurs mois entre 2 missions. L'objectif de refaire voler un même premier étage en 48 heures paraît ainsi illusoire. Et la Falcon 9 n'a de toute manière pas un carnet de commandes suffisant pour justifier un tel effort. Sur le plan économique, c'est toujours la grande inconnue. Il est à peu près certain que SpaceX bénéficie de la réutilisation, mais il est difficile de dire dans quelle mesure exactement. L'entreprise serait aujourd'hui évaluée à 100 milliards de dollars, mais cela repose probablement plus sur les espoirs que génèrent Starlink et le Starship que sur les profits dégagés en 2021. Mardi dernier, on a parlé de matière noire et vous avez eu quelques questions sur le sujet. Est-il possible que la matière noire soit composée pas uniquement que d'une seule matière, mais de plusieurs ? Bonjour Space Dismantia. En effet, ta question est tout à fait légitime. Il ne faut peut-être pas chercher une unique solution au problème de la matière noire. La matière noire pourrait être constituée de plusieurs particules, voire d'un mélange de particules et d'objets macroscopiques. Si on considère l'hypothèse que ces particules pourraient en plus interagir entre elles, on mesure l'étendue des possibles. Le fait est qu'on a très peu d'indices sur la nature de la matière noire et que toutes les hypothèses, ou presque, sont donc autorisées. Pour avancer dans le débat, il faut faire des progrès sur plusieurs fronts.
Du côté de l'astronomie observationnelle, il faut pouvoir caractériser au mieux la manière dont la matière noire affecte ou n'affecte pas les objets de l'univers. L'entrée en service des observatoires Vera Sérubine et Euclide devrait permettre un bond en avant de ce côté. En parallèle de cet effort, il faut continuer à essayer de débusquer d'éventuelles particules de matière noire, ou du moins le produit de leur désintégration. Plusieurs expériences sont menées sur Terre avec cet objectif, pour le moment sans succès. De nouvelles expériences sont imaginées presque chaque année. En ce moment, c'est la recherche autour des actions qui est revenue à la mode. À l'université de Stanford, en Californie, un groupe de chercheurs est même en train de bâtir une radio pour tenter de les débusquer. Enfin, pour les physiciens théoriciens, il faut tenter de réconcilier les expériences des uns et les observations des autres, si possible sans trop casser le modèle standard au passage. Impossible de dire quand le mystère de la matière noire sera résolu. Peut-être que l'existence d'une nouvelle particule pourra enfin être prouvée, ou qu'un modèle particulièrement astucieux nous présentera la gravitation sous un angle nouveau, qui permettra de se passer de matière invisible. Pour la prochaine question, on va parler environnement et propulsion spatiale. Est-ce que les engagements gouvernementaux durant la COP26 à propos du méthane impacteront-ils les projets de propulsion ? En novembre dernier, une grande partie des États du monde sont tombés d'accord pour réduire leurs émissions de méthane. Ce gaz possède un pouvoir d'effet de serre bien plus important que celui du CO2. Cet engagement concerne essentiellement l'agriculture et l'élevage, qui sont les premiers émetteurs de ce gaz. Pour ce qui nous intéresse, il est vrai que le méthane est en train de devenir une tendance majeure de la propulsion spatiale. Il est cependant brûlé par les moteurs et ce sont donc des produits de sa combustion qui sont libérés dans l'atmosphère. Cette combustion produit du CO2 et de l'eau. Le dioxyde de carbone est lui aussi un gaz à effet de serre, mais qui reste presque 30 fois moins néfaste que le méthane. Malgré son impact marginal, l'industrie spatiale semble toutefois intéressée à réduire autant que possible son empreinte écologique. C'est en tout cas ce qui semble être passé par la tête d'Elon Musk. Le dirigeant de SpaceX a annoncé qu'il allait tenter de produire le méthane pour ses fusées Starship à partir de CO2 capturé dans l'atmosphère. Cela permet d'imaginer un cycle méthane-CO2 où la demande énergétique se fait sous forme d'électricité et peut donc théoriquement être renouvelable. Pour SpaceX, c'est probablement aussi un moyen de se rendre véritablement compte des infrastructures nécessaires à leur projet martien. En effet, l'entreprise souhaite produire du méthane et de l'oxygène sur la planète rouge, pour refaire le plein de ses Starships. Il semble ainsi raisonnable d'essayer de résoudre ces problèmes sur Terre, avant de s'attaquer à Mars. On imagine que les besoins colossaux en énergie vont donner de quoi s'arracher les cheveux à l'entreprise pendant au moins quelques années. Pour la dernière question de l'année, on va parler de débris orbitaux. Je me suis toujours demandé ce que devenaient les différents éléments d'une fusée traditionnelle non réutilisable. Bonjour Étienne. Encore aujourd'hui, la grande majorité des éléments de fusée ne sont pas réutilisables. Ta question est donc tout à fait légitime. Les premiers étages de lanceurs n'ont pas une vitesse suffisante pour se placer en orbite. Ils finissent donc tous par retomber sur Terre. C'est une des raisons pour laquelle les lancements se font le plus souvent dans la direction d'un océan, ou du moins aussi loin que possible des zones habitées. On a vu quelques exemples peu glorieux de premiers étages retombant sur des villages en Chine, mais ce type de pratique devrait rapidement cesser. Les étages supérieurs ont pour leur part une vitesse orbitale, et finissent donc, comme leur charge utile, en orbite. Ils viennent ainsi grossir les rangs des débris orbitaux. Comme ils sont assez grands, ils restent suffisamment simples à traquer au radar, et présentent un danger assez faible. De temps à autre, un étage supérieur de fusée rentre dans l'atmosphère et peut offrir un spectacle assez impressionnant. Les étages supérieurs qui propulsent les missions interplanétaires se retrouvent pour leur part en orbite autour du Soleil. Et une poignée d'étages supérieurs sont même sur une trajectoire interstellaire, à savoir les 3e étages qui ont propulsé Pioneer 10 et New Horizon, ainsi que les 4e étages qui ont propulsé Voyager 1 et 2. Tous quitteront le système solaire pour de bon dans quelques milliers d'années. Voilà, cet espace commentaire est déjà terminé, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on va prendre une petite pause pour les vacances de Noël et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur les actualités spatiales.
D'ici là, citoyennes, citoyens, joyeuses fêtes et portez-vous bien.